Hello, c'est Manon de Talk Univers, ton média sexe, tech et politique à travers un podcast et une newsletter à peu près hebdomadaire. Cet épisode est une rediffusion d'une intervention particulière sur la thématique du Sex Power Month. Tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien tu vas le découvrir dans cet épisode. Une intervention particulière parce que c'était auprès d'une ONG professionnelle. J'ai pu animer un atelier de discussion lors d'un séminaire estival de BPW International. Cette ONG œuvre en France depuis 1930 pour faire avancer la cause des femmes au travail. Avec plus de 30 000 membres dans 98 pays, elle bénéficie de statuts auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Le thème précis de mon intervention était la charge mentale sexuelle et épanouissement au quotidien lorsque l'équilibre sexuel est là pour une femme. Tu découvriras que c'est tout à fait possible de parler de sexualité, de couple, de confiance en soi, entre collègues ou dans un contexte professionnel de manière tout à fait sérieuse. Ça permet également de se connaître autrement, d'échanger des idées de fond, de valeurs, de voir que peu importe le poste, le secteur d'activité, on peut être confronté à des questionnements et problématiques similaires. Il n'y a pas de honte à se poser plein de questions, que la déconstruction de certains clichés et stéréotypes prend du temps et se fait à tout âge. Bref, bonne écoute. Comment le sujet vous avait été présenté et qu'est-ce que vous imaginez, quels sont les sujets que vous imaginez dont on va parler? Et n'hésitez pas à utiliser des mots crus, que vulgaire, pas vulgaire, on s'en fout. Enfin, on est entre nous et personne ne connaît votre nom. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez là qu'on va aborder, sachant que le titre que Marie-France a mis sur le programme, c'était la charge mentale sexuelle et épanouissement au quotidien lorsque l'équilibre sexuel est là pour une femme. Moi, je l'ai un petit peu remodelé après, mais je vous dirai après nos questions, après nos échanges. Moi, je dis souvent quand on est une femme, ça dépend l'âge, mais on a souvent 4 vies. Donc, Ouais. d'abord, tu as ta vie, si je prends une journée, tu as ta vie le matin, donc tu as un peu la maison, tu as lancé ta lessive, tu as sorti à manger pour le soir. Après, tu as la vie pour les enfants, tu as déposé les enfants, tu pas oublié le cadeau pour le copain, la tenue de sport, etc. Après, tu vas bosser comme une cadre. Le soir, tu rentres, tu as souvent encore un petit peu des 2 trucs du matin. Et puis, pour peu qu'à notre époque, tu continues un petit peu à travailler le soir, parce qu'évidemment, tu es parti plus tôt pour, pour gérer ce qu'il y avait à gérer. Et puis, quand tout ça est terminé, tu as le 4e job qui commence. Celui d'épouse ou de copine. Voilà. Donc, tu es la top maman, tu es la top pro, et puis tu es la top sex woman. Donc, voilà, je parle souvent du fait d'avoir plusieurs vies et plusieurs jobs. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que dans tout ça, je suis au service des autres ou est-ce que dans tout ça, je peux me mettre au service de moi-même, quoi. Moi, j'ai trouvé que la thématique, elle était super intéressante et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette thématique. Parce que dans le monde masculin, on a tous entendu l'expression « c'est une mal baisée ». Et c'est parce qu'il y a un problème lié à la sexualité de la femme, qu'il y a un problème dans la carrière de la femme ou dans son comportement au travail. Moi, je crois que c'est pas vrai. Je trouve que c'est une expression horrible, mais comme on l'entend souvent, et qu'au final, en discutant avec beaucoup de femmes, puisque là tout à l'heure on parlait de la parentalité et de la carrière, et là on vient parler des 4 jobs de la femme dans la journée, et des fois plus encore. Effectivement, c'est une part importante de la vie qui souvent n'est peut-être pas mise à sa juste place ou à son propre service. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir avec toi, avec ta vision, avec les échanges que toi tu as pu avoir avec d'autres, ce qui peut quelque part peut-être aider à lui donner plus de place ou moins en fonction, encore une fois, de ce que chacune en attend. Et puis vraiment, moi, ma réflexion de base qui m'a vraiment choquée, j'ai d'ailleurs, je crois quand je t'ai proposé ça, Manon, j'ai encore entendu cette expérience, cette expression que je trouve ultra choquante. Et je me suis dit, non, mais là, il faut faire quelque chose. Voilà. Tu l'as entendu dans le cadre du travail ou dans le cadre de la vie de tous les jours? Dans le cadre du travail, un patron qui a parlé d'une de ses fournisseurs qui est passée livrer, elle est ressortie et le gars, il a lâché ça. Voilà, parce que naturellement, c'est ce qui lui est venu. Donc, on a eu une grosse discussion qui était super, je pense, pas déterminante vraiment pour lui parce qu'il ne changera pas forcément, mais c'est intéressant de voir. Moi, je lui ai tenu tête, je lui ai dit que c'était complètement inapproprié. Mais voilà, mais c'est en cette réaction-là que je me suis dit, ok, et en plus, effectivement, je pense pas que ça concerne que les yang. Non.
clairement pas. Mais par contre, c'est vrai que quand on est dans une phase de démarrage de carrière ou de choix, puisqu'on parlait justement de ces cas de vie qu'on doit organiser, est-ce qu'on a un mec, est-ce qu'on a un mec attitré, est-ce qu'on doit accorder de l'importance au mec, est-ce qu'on a la construction de son patrimoine, est-ce qu'on a la gestion de la vie, est-ce qu'on a les enfants, est-ce qu'on a la carrière, qu'est-ce qu'on met en premier? Et effectivement, on ne parle jamais de ce sujet-là. Et les seuls moments où je l'entends, à vrai dire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai réagi, c'est dans la bouche d'un mec. Alors, c'est pas vrai, moi je me suis déjà. Alors, T'as déjà pris ça de la part d'une femme? Non, j'ai déjà dit ça. T'as déjà dit ça, ouais? Mais pas comme ça. Alors, d'accord. Non, mais d'abord, parce qu'il faut être honnête, d'abord, pas au boulot. Oui. Parce que pour moi, il y a un cadre et je ne me permettrai pas ce type de jugement, comme d'autres d'ailleurs. Mais ça m'est déjà arrivé avec une audience non professionnelle de dire ouais, mais depuis combien de temps elle n'a pas joui, quoi. Ouais. Donc, c'est pas, elle a besoin d'un mec pour ça. Mais c'est de dire, peut-être, si je décortique ce qui a pu me passer par la tête, outre l'impact sociétal autour de ça, ça manque, son comportement, il y a comme un manque de décontraction, comme un manque de relaxation, et que potentiellement, le fait d'être bien dans son corps ou d'avoir joué, Oui. ou d'avoir eu ces moments-là, Sexuellement épanoui. voilà, d'être sexuellement épanoui, bah, ça te met en décontraction pour tout le reste. Et j'ai déjà dit ça. D'accord. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette. Mais c'est hyper important de reconnaître que nous aussi, en fait, on s'auto-juge et même parfois, mais les femmes, on est les premières à avoir ce sexisme, ce discours sexiste intégré, sexiste et sexualisant aussi, à s'auto-juger et peut-être, là c'est en train de changer, mais contrairement aux hommes, à pas forcément se protéger entre nous. Et donc du coup à s'élever les unes contre les autres et pas avoir un esprit, eux ils ont leur boys club et nous un esprit du coup soror on dirait. Mais oui, le slut shaming comme on dit aussi, de soit juger des fringues, soit juger potentiellement un mal baiser ou elle aurait besoin de joueurs pour se détendre. Ça pourrait être bienveillant selon comme on s'est dit en mode ah ça lui ferait peut-être du bien, peut-être que je vais lui offrir un toys ou je sais pas, j'en sais rien. Mais souvent on le dit plutôt en mode qu'est-ce qu'elle me saoule, faudra qu'elle se détende quoi. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je ne pourrais pas citer de prénom. On allait à l'anniversaire d'une amie et qui a mon âge, donc elle est passée le demi-siècle. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu chocho patate dans son couple. Et moi, ça m'agace toujours les gens qui en parlent et qui font rien. Bon, en même temps, je vais pas prendre l'action à leur place. Et du coup, je dis à mon mari, tiens, si on lui offrait un sextoy. Et il me dit, mais t'es complètement malade. Alors que c'est des amis proches, on part en vacances ensemble, on se parle de plein de trucs, c'est super open les discussions. Et d'un coup, ça, c'était juste pas possible, quoi. Ouais, c'était tabou. Ouais. Comment elle va l'imaginer et si elle l'ouvre et que tous les autres le voient, et si les gens savent que c'est nous qui l'avons offert, je dis, mais c'est ça qui est rigolo. T'es pas obligé de prendre un truc, il y a des trucs jolis, sympas, etc. Donc, comme quoi, ouais, c'est encore. Très tabou. En tout cas, dans ma génération, c'est encore un peu. Voilà. Même dans l'intimité des copains, c'est encore pas quelque chose de. Ouais, clairement, ça, c'est encore un sujet, mais on pourra clairement l'aborder. Parce que, voilà, comment offrir un sextoys, comment on peut en parler à qui, voilà, c'est encore un sujet assez intéressant, mais qui est lié à tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai retenu là, pour l'instant, des sujets de charge mentale classique les enfants, l'administratif peut-être pour la maison, et ensuite le 4e job d'épouse, donc la charge sexuelle. Il y a aussi donc, toutes les notions de parentalité, de fidélité, est-ce qu'on a un mec attitré ou pas. Tu as parlé vite fait de gestion de son patrimoine, mais je pense que ça peut être vachement lié en fait à la sexualité. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous viennent à la tête quand on parle de charge mentale et sexuelle et comment on pourrait être plus épanoui en gérant mieux tout ça? Pour rebondir ce qui s'est dit, moi, juste sur le sujet de la personne n'est pas en épanouissement sexuel, dans le milieu pro, mais avec des proches, c'est déjà arrivé qu'on ait cette réflexion, mais vis-à-vis d'un homme. Donc, je l'ai vu aussi sur l'autre sexe, en fait. Et même moi, pour la première fois que j'entendais ça, je disais, ah bon, pourquoi vous dites ça? Ils disent, non, mais si, c'est sûr, et tout. Et donc, pour dire qu'en fait, parfois, en fait, c'est pas que dit sur ou jugé ou pensé pour la femme. Ça peut aussi l'être, en fait, pour un homme.
Il y a tout pas, dans simplement. le titre, dans le titre du podcast, il n'y a pas dit que c'est les femmes. Non, mais par rapport à ce Mais, qu'on se disait. non, mais t'as raison, juste avant, oui, parce que en fait c'est pour les deux et ça marque justement l'importance finalement et comme ce que tu as dit avant Manon, le rôle hyper important qu'a la vie sexuelle et l'épanouissement sexuel qui est trop souvent lésé ou comme tu dis on n'en parle pas, il n'y a pas de discussion et que le premier réflexe c'est d'en parler, que ce soit avec ses proches, ses copines, ses copains ou autres. Et du coup moi ça me fait penser que la charge mentale sexuelle, j'ai envie de faire le lien avec les films où on voit le fameux cliché du mec qui a envie le soir et de la nana qui n'a pas envie et qu'elle est fatiguée. Et après, quand tu es beaucoup avec des groupes d'hommes ou de garçons qui le disent tout le temps, ah ouais, non, elle dit ce soir elle n'a pas envie, ce soir elle a mal à la tête, etc. Mais finalement, quand je reparle à cœur ouvert avec un groupe de copines, on se rend compte tout ensemble que c'est réel. C'est pas quelque chose de film et ça, je pense que c'est le premier point de la charge mentale. Pour moi. Mais moi, la première, et pour le coup, ça m'est arrivé à une époque où je commençais déjà à savoir que je voulais entreprendre la sexualité, machin. Donc, c'était encore plus bizarre de se dire, genre, tu sais, les cordonniers les plus mal chaussés, la meuf, elle parle de cul toute la journée, mais par contre, elle a plus envie le soir. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et on en parlait parce que ça peut être lié à n'importe quoi de pas avoir envie. Et dans tous les cas, même sans justification, on a le droit de pas avoir envie, quoi. Mais du coup, si vous avez pas, si vous avez d'autres petits trucs à rajouter, moi, j'ai pas mal de petites affirmations un peu extrêmes parfois que j'ai envie de vous présenter et juste de discuter autour de soi assez rapidement, juste pour ouvrir les sujets et voir comment après on peut enchaîner sur moi, ce dont j'ai envie de vous parler, qui est le sexpowerment. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ça va? Moi, ce qui me vient là quand on dit tout ça, c'est le chemin du désir. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, parce que voilà, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question qu'est-ce qui fait que tu as envie? Donc en gros, est-ce que moi j'ai beaucoup travaillé dans des milieux masculins et on parlait, finalement j'ai sans doute parlé plus de cul avec des mecs qu'avec des filles en fait, mais de façon très ouverte, hein, sans aucun équivoque, mais vraiment pour comprendre quoi. Et je me suis même, à un moment je disais même un truc, je disais je suis prête à donner 5 ans de ma vie pour être un mec pendant 1 an. Ah oui. Je me rappelle. Ah, c'est marrant. Dans ma trentaine. Ouais, vas-y. C'est ma première question. C'est plus simple d'être un homme dans la vie et ou au travail? Oui ou non? Pourquoi? Moi, j'en sais rien, je m'en fous, je suis une femme, donc je prends le meilleur d'être Ouais, mais une femme. pourquoi? Tu vois, pourquoi tu as eu envie? Pourquoi tu t'es dit comme ça, même si c'était une expression un peu blague? Je suis prête à donner 5 ans de ma vie. Ouais, pour découvrir, en fait, pour se placer de l'autre côté, en fait. Au moins une fois dans sa vie pour vivre ce que vit un homme. Mais oui, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un truc qui balance entre les jambes toute la journée? Toute la journée, ouais. Qu'est-ce que c'est? Comment il est le plaisir masculin? On me raconte des choses, des différences, mais c'est que j'aimerais le ressentir. Mais même le fonctionnement cérébral, il doit être vraiment différent, les ressentis des émotions. Enfin, on est très très différents. Chimiquement, organiquement. Et ça serait intéressant juste qu'il y ait au moins une fois dans ta vie la possibilité de faire un comparatif en fait de ses états émotionnels, de ses envies, de ses désirs. Moi je pense pas, enfin moi j'ai toujours pensé dans le pro que être une femme était un avantage. J'ai toujours évolué dans des environnements où il y avait peu de femmes, donc tout de suite t'es noté, tout de suite t'es remarqué. Après c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si t'assures pas, tu peux être dégommé. Moi j'avais aucune envie d'être là parce qu'on me draguait ou parce que je n'ai jamais été dans la séduction, on va dire sexuelle. Mais par contre, le fait d'être une femme au milieu d'un univers d'hommes était un avantage. Donc voilà, parce que tu es différente, donc on te voit, parce qu'on va te donner la parole, parce que tiens, tu es là, donc on va te demander. Après, voilà, mais si tu es à compétence égale, pour moi, c'est un avantage. Juste pour comprendre la question, c'était est-ce que c'est plus facile pour un homme, en gros, c'est plus facile pour un homme tous les jours? Enfin, un truc comme ça. C'est juste une affirmation, et après, voilà, à discuter évidemment. C'est plus simple d'être un homme dans la vie de tous les jours et ou au travail. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple d'être un homme dans la vie et ou au travail? Moi, je pense pas que ce soit plus simple. Non, c'est pas plus simple. C'est différent.
pas plus simple. Et je pense qu'il y a des situations dans lesquelles il faut mieux être une femme et il y a des situations où il faut mieux être un homme. Ça dépend où on se retrouve en fait. Ça dépend du contexte, de l'environnement, du pays, de la génération. Mais là, mettons là en France, dans une grande ville, ou potentiellement là où vous travaillez. Là, on a cité quelques grandes villes tout à l'heure, ou même voilà, si vous étiez un homme dans la fonction que vous avez aujourd'hui, vous échangez avec votre partenaire peut-être, je sais pas. Est-ce que ça vous aurait l'impression que votre vie est plus simple ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en plus le monde est en train de changer. Donc Ouais. c'était valable il y a 20 ou 30 ans. Mais vu les évolutions sociétales, je pense qu'actuellement, il faut peut-être mieux être une femme. OK. Et du coup, pourquoi? Enfin, parce que ce qui est intéressant et qui m'a un peu titillée tout à l'heure, c'est que je crois que c'est toi qui as dit, que, chimiquement, mentalement, émotionnellement, tu pensais qu'on était différents. En quoi? Comment? Enfin, ça vient d'où cette différence du coup? Je pense en termes de sensibilité, on ressent Oui. pas les choses de la même manière. En tout cas, je pense que pas les mêmes événements et les mêmes situations peuvent nous toucher. Et elles nous touchent de manière différente. Et en fait, ce serait plutôt une expérience enrichissante. Ouais, OK. Voilà. C'est vraiment le comparatif. C'est l'enrichissement d'avoir la perception de l'autre. Mais je pense que être dans la tête d'une autre femme aussi, ça pourrait être très enrichissant. C'est pas Ouais, forcément ouais. une question de sexe, en fait, de genre. C'est plutôt être dans la perception d'un autre individu. Mmh. Mmh. Après, moi, ce que j'entends, c'est 2 choses. C'est comment tu le vis à l'extérieur et comment on te voit à l'extérieur. Donc, comment on te voit à l'extérieur, si tu es un homme ou une femme, évidemment, on va pas te voir de la même façon. Les réactions, même dans le domaine pro, seront pas les mêmes parce que tu as tous les stéréotypes qui viennent se coller. Après, moi, je pars du principe que, en tant qu'individu, je parle pas d'activité associative ou autre, mais en tant qu'individu, je m'occupe pas des autres. Enfin, j'ai pas de maîtrise sur les autres, à moins de leur donner un feedback ou ce genre de choses ou de leur partager mes besoins. Mais par contre, à l'intérieur, je pense que si on regarde les profilings de personnalité, au-delà du corps, de tout ce qui est chimique, etc., il y a des tendances plus présentes dans les personnalités des hommes que dans les personnalités des femmes. Et ça, c'est prouvé, c'est cadencé, enfin, c'est hyper documenté. Et C'est pas forcément scientifique, c'est sciences humaines du coup, sociaux. ouais, c'est au niveau du profiling. Tu te prends sur des centaines de milliers de profiling de personnes, tu te rends compte que par rapport à la gestion des émotions, par rapport aux besoins psychologiques, par rapport au type de réaction, etc., au passage sous stress, il y a des choses qui sont plus caractéristiques du genre homme que du genre femme. Donc des choses qui sont plus représentées dans les hommes Alors, que chez moi, les de ce hommes. que je sais, à voir si après on est d'accord, parce que du coup, on n'a pas du tout la même expérience là-dessus, mais pour moi, il y a quand même une grosse part de sociologie et d'éducation et de normes d'éducation en fonction de notre genre. Mais par contre, après, oui, il y a quelques preuves quand même chimiques, en tout cas sur la gestion du stress pour les femmes, de par la gestation et de devoir faire plus attention aux risques en cas de, bah voilà, si on porte nos enfants, etc. quoi. C'est la seule pour moi différence vraiment scientifique qui a vraiment été prouvée. Après, pour moi, c'est que des sciences humaines. Je sais pas si on est d'accord là-dessus. Oui, oui, c'est ça, c'est que des sciences humaines, c'est pas des choses avec le corps ou de façon, on pourrait dire, scientifique, chimique. Mais en tout cas, ça revient à la question sur le chemin du désir. Mmh. Ça revient à la question du qu'est-ce qui fait que tu as envie à un moment donné, quoi. Et je trouve que dans les personnalités, il y a autant de choses à aller glaner, c'est-à-dire de dépasser en fait le côté homme-femme et d'aller chercher son côté personnalité. Donc un Et homme ouais, et peut voir justement, tout à fait avoir ceci, cela, qui serait plutôt caractéristique chimiquement du chemin du désir d'une femme, alors qu'une femme peut avoir ça, ça et ça, qui serait plus chimiquement, enfin en personnalité, et qui serait plus chimiquement quelque chose qu'on attribuerait généralement aux hommes. mais peu importe si on va sur cette question-là justement, est-ce que pour vous, le chemin du désir du coup d'un homme et d'une femme sont différents ou sont pareils? J'en sais rien. J'ai quand même l'impression que les hommes pensent quand même beaucoup plus, enfin, ont plus ça en tête, on le perçoit. Ils l'expriment de manière beaucoup plus, de manière plus expressive. Verbalisé, ouais. Voilà, ils le verbalisent, ça, enfin,
beaucoup plus facilement que nous au niveau de leur désir. On a toujours souvent droit à une remarque. Il suffit de bien s'habiller, de manière un peu sexy ou quoi que ce soit, pour tout de suite avoir une remarque à connotation sexiste, sexuelle, tout de suite, quoi. C'est instantané. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez instantané chez les hommes. Alors que chez nous, les femmes, on n'a pas enfin, je pense pas qu'on a le cerveau autant branché là-dessus, quoi. Et je pense qu'on n'a pas autant de besoins. Après, voilà, par rapport à toutes les conversations que je peux avoir autour de moi. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent, il y a pas une petite différence. Je pense qu'on peut plus facilement se passer d'avoir des relations sexuelles. Après, ça dépend de chaque personne, au niveau de chaque personne. Mais j'ai l'impression que la femme, naturellement, a moins besoin d'avoir de relations sexuelles qu'un homme. Je pense que s'il n'a pas sa dose de... voilà, c'est très difficile pour lui et on le sent tout de suite agité, beaucoup plus agité, quoi. Et donc, avoir du mal à se concentrer sur sa vie professionnelle. Vous êtes toutes d'accord avec ça ou pas? C'est le ressenti que j'ai, enfin moi personnellement. Non, mais je comprends, c'est un ressenti clairement compréhensible et que j'ai pu avoir aussi, mais j'ai changé d'avis là-dessus. Moi, je me demande s'il y a vraiment des besoins naturels supérieurs ou est-ce que, de fait, on ne s'autorise pas en tant que femme à avoir ce besoin-là et à se permettre déjà de le verbaliser, parce qu'il y a le regard des autres, il y a comment est-ce que l'autre va accueillir cette information. Et peut-être même que dans l'éducation, ça a été un peu biaisé, c'est-à-dire l'homme peut exprimer naturellement ce besoin d'avoir plus d'activité sexuelle, alors que la femme, comme de toute façon elle doit être au service de l'autre, elle n'a pas, elle, à exprimer ses propres besoins et ses propres envies. Du coup, tout le processus est biaisé. Donc on n'exprime pas forcément ou on n'ose pas aller sur ce terrain-là du besoin d'avoir une activité sexuelle à notre rythme. Pourtant, vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez à peu près ce qui vous fait plaisir, en tout cas dans les expériences que vous avez eues, que ce soit sexuel ou qu'est-ce que vous aimez pour dîner, quel type de travail vous aimez, quel type de management vous aimez, tout ça, vous le savez. Donc, si vous devez exprimer ce que vous aimez, peu importe le contexte, vous savez le dire ou pas? Moi, je me demande aussi, comme on est quand même des mammifères, les êtres humains sont des mammifères, ça m'intéresserait d'avoir une étude qui dit est-ce que chimiquement, organiquement, je dis pas après de ce qu'on décide, ce qu'on exprime et ce sur quoi tu veux nous emporter, mais je me dis que si tu regardes les autres mammifères animaux, il y a une sorte de programmation pour la reproduction de l'espèce. Donc au-delà du mais c'est là toute la différence. Donc je me dis, est-ce que un humain mâle, il est programmé pour la reproduction de l'espèce? Donc aller mettre la graine pour que tu vois l'espèce se reproduise, alors que la femme, dans l'espèce humaine, la femelle, une fois qu'elle est enceinte, elle a 9 mois. Voilà. Donc tu vois, par exemple le lion, la lionne. Tu vois, le lion, il va faire toutes les lionnes du troupeau pour être sûr qu'il y aura des petits lionceaux, machin, etc. Et la lionne, elle attend juste, elle a envie, elle a pas envie, elle lui dit, mais c'est pas elle qui va chercher le lion, tu vois. Donc est-ce qu'il y a un truc chimique? Après, est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut pour nous, comme tu dis, exprimer ce dont j'ai besoin, aller le chercher, le demander, être OK avec ça, c'est autre chose. Et pour moi, c'est deux choses. Alors, OK, mais je peux répondre à cette première question-là. Je ne vous ai pas rapporté d'études avec des chiffres, etc., parce que je me suis dit que c'était plus important de vous faire parler, de nous faire parler, nous. Mais par contre, je pourrais vous en trouver. Mais le truc, c'est que pour moi, normalement, de toutes les interviews que j'ai pu faire et de ce que je connais maintenant du sujet, il n'y a pas d'énormes ou de vraies différences de besoins chimiques en termes de sexualité. C'est parce que on pourrait même dire que c'est différent pour chacun, puis c'est qu'une histoire d'hormones. C'est juste la recherche du plaisir. En plus, on a tous ce besoin, on est tous des mammifères, comme tu dis, si on part de là, on a tous cette envie plus ou moins de se reproduire. Mais là, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, il y a quand même de plus en plus de mouvements de personnes pour des raisons soit écologiques, soit tout à fait personnelles, qui ne veulent plus avoir d'enfants. Donc ça, on pourrait déjà se dire que c'est une différence avec d'autres mammifères. Pourquoi ils ne veulent plus avoir d'enfants? Par contre, ils veulent continuer à avoir du plaisir. Parce qu'on est quand même les seuls mammifères qui avons des relations sexuelles juste pour le pur plaisir. Et qui avons aussi Je crois que les bonobos aussi. Ouais, un petit peu. Il y a la masturbation. Sexe. Moi, je trouve que c'est une espèce magnifique. C'est quoi les bonobos? Les bonobos, à chaque fois qu'il y a un conflit dans le groupe,
femelle, mâle, tout quoi. Il n'y a pas de problème. Il y a un conflit. Mais c'est un animal qui C'est un s'appelle le animal, oui, bonobo? c'est un singe. Un genre de C'est un singe. des grands singes. Excellent, parce que beau, pas beau, bonobo, c'est excellent quand Oui, même. bah, Pas beau ou pas beau, tu résumes tout par le sexe. C'est une espèce de singe qui Très a un prometteur. comportement grégaire impressionnant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit ou des tensions dans le groupe, sexe pour tout le monde. Mais il me semble que c'est dans ces cas-là, il faudra que je revérifie. Mais oui, j'avais vu ça. Mais dans ces cas-là, et on le voit beaucoup dans le règne animal, il y a beaucoup d'homosexualité. Parce que du coup, c'est pour faire plaisir. Et du coup, il n'y a pas de reproduction. Donc, c'est pas du tout dans le même objectif. Voilà. Non, il y a un objectif. Hein. C'est juste pour dire, puisqu'on parlait des animaux, des mammifères. Et le plaisir. Il y a le Non, c'est la recherche du plaisir ou d'apaiser les tensions, de se détendre, voilà, de créer une communion, voilà. Et c'est pour répondre à cette partie plus animale. Moi, je trouve que c'est ça et c'est souvent ça qu'on dit sur l'homme, enfin l'humain, c'est cette distinction qui est de la recherche du plaisir en solo ou à plusieurs et la recherche surtout de plaisir sans reproduction. Donc il y a ça d'une part et de l'autre, et ben en fait, hommes comme femmes, on peut tous avoir. Il y a des hommes qui ont beaucoup moins d'envie sexuelle, d'appétit sexuel que les femmes, et l'inverse. C'est juste que en généralement, et là pour le coup, il y aura des chiffres que je pourrais vous fournir. Les hommes l'expriment plus que les femmes, et ça c'est juste tout simplement lié et expliqué par la construction sociale et tout plein de formes de sexisme que vous connaissez déjà. Et du coup, ouais, après, moi, la question sur laquelle je veux aller, c'est on est d'accord que non, ça ne peut pas être oui. Ok, c'est-à-dire Il y a Inès Rey qui a fait un truc là-dessus qui m'a fait mourir de rire. C'est qu'elle dit qu'effectivement, elle s'adresse aux hommes et elle leur dit quand une femme dit non, c'est non. D'accord ? Mais du coup, quand un homme dit non, c'est aussi non. Ça veut aussi dire non. Donc si il dit non, je veux juste un plan cul, ou s'il dit non, je ne suis pas disponible pour une relation sérieuse, faut pas s'attendre à ce que demain ça devienne oui. Mais c'est dans les deux côtés. C'est juste que moi, ma question, c'est sur cette histoire de consentement, et c'est là où je veux faire vachement le lien entre en fait, si on est capable de dire ça dans nos relations sexuelles, mais aussi dans notre charge mentale, qui est de dire, dans l'organisation de son couple, dans son équilibre de couple, si on parle d'un couple, ce soit sur la gestion des enfants, bon, après, moi, j'en ai pas, donc j'ai moins d'expérience là-dessus, mais ou sur la gestion des tâches ménagères, ou ce genre de choses, si on est capable de dire, non, ça, je le fais pas, ça, tu le fais, ça, oui, ça, non, en fait, et si vous êtes capable de le faire dans votre boulot, d'être super organisé, de vous faire respecter dans votre management, etc., pourquoi en fait ça pourrait pas être la même chose dans votre sexualité et pas d'imposer, mais de trouver le compromis, le bon échange pour avoir les relations sexuelles qui vous plaisent en fait. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui vous bloque? Ah, moi je suis pas là pour apporter toutes les réponses, ça va venir de vous. Hein. Je peux pas prendre toute la parole, mais ce qui me trotte dans la tête quand tu dis ça, c'est est-ce que c'est prioritaire ou pas? Moi par exemple, est-ce que dans mon agenda j'arrive à mettre du sport? Parfois, je me traîne les pattes pour y aller et je sais qu'à chaque fois que j'en reviens, c'est génial. Peut-être que je ne vais pas prendre l'initiative pour une partie de jambes en l'air. Par contre, à chaque fois que c'est terminé, j'adore. Mais la question, c'est dans quel ordre je le mets au niveau des priorités. Oui, alors, c'est pas conscientisé comme ça. Mais du coup, ça arrive en dernier, quoi. Potentiellement. Et qu'est-ce que ça changerait? Tiens, voilà, si je le mettais en priorité. Si toute ma journée, je pensais qu'à ça. Si le matin en me levant, je pensais qu'à ça. Si je me levais plus non, mais tu le considérerais comme un besoin. Un besoin, non, mais un besoin de bien-être. Vous sentez comme on se lave ou comme on mange, quoi. C'est ça. D'ailleurs, on n'a qu'à plus se laver, on aura du temps pour baiser. Voilà. Dans mes discussions que je peux avoir avec différents âges de femmes, il y a d'un côté le niveau de pratique. Le niveau de pratique va générer un niveau d'envie et le niveau de pratique va potentiellement libérer au fait de dire ce dont on a envie. Parce qu'au final, c'est quand même très compliqué de dire à l'autre j'aimerais ça, alors qu'au moment où on le pense, je suis pas vraiment sûre parce qu'en fait, je l'ai pas déjà revérifié ou retesté, ou peut-être je vais lui dire que j'ai envie de ça, mais au final, parce qu'on est un peu plus dans le mon Dieu, si je lui dis que je veux ça, mais on le fait, ça me plaît pas.
l'autre, il a fait ça pour me faire plaisir. Mais moi, ça me plaisait pas. Mais je le savais pas. Parce que moi, j'ai dit que je voulais le faire pour voir, parce que j'en ai eu envie. Mais Il va m'en vouloir. lui, du coup, il va m'en vouloir. Pour Comment qui il va va me le prendre? Oh mince. En plus, si j'ai dit ça, mais non. Et peut-être. Non, mais. Et je pense que vraiment, la notion de pratique, seule, à deux, et la notion, comme tu le dis, de se parler. Mais avant de se parler ou de parler à quelqu'un, effectivement, il faut se parler à soi. Et je pense que c'est. Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la nuit. Et le premier mémoire de recherche que j'ai fait était sur l'essor des love shops. Donc, on s'est beaucoup intéressé à la population qui consommait en sex shop et, à contrario, qui allait dans les love shops. Vous avez tous vu la vague déferler dans les années 2010, par là. Et donc, moi, j'ai fait un mémoire de recherche là-dessus pour voir en plus que consommaient les femmes en love shop. Et c'était majoritairement de la cosmétique érotique et très, très peu de produits vraiment liés au plaisir. Donc, ça s'est démocratisé après. Mais quand les premiers love shops ont ouvert, ils étaient vraiment. Enfin, ce que consommaient les femmes, c'était majoritairement de la crème, du lubrifiant, des cosmétiques, des bougies parfumées, et très très peu de sextoys ou d'objets vraiment liés au plaisir sexuel. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment bien démocratisé. Mais moi, je me rends compte que ce qui fait qu'à un moment donné, c'est facile ou pas de le dire à l'autre, déjà, c'est est-ce qu'on se sent assez en confiance pour le dire à l'autre sans avoir un risque de jugement, ou ne pas avoir la possibilité de reculer. Combien de fois j'entends des femmes qui ont voulu proposer à leur conjoint une pratique sexuelle et qui osent pas le faire parce qu'elles ont peur que l'autre, ça lui plaise et qu'il ne veuille pas reculer. Parce que Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on est censé pouvoir dire non à tout moment, même si au début, on n'était pas contre. ça pose des bases de relations, ça pose des règles de communication, ça pose des espèces de principes qui sont pas universels, puisque c'est un peu ce qu'on est en train de se dire là, c'est que c'est pas universel, c'est pas équivalent d'une femme à l'autre, déjà d'un homme à l'autre. Alors dans un couple, la sphère du couple est encore plus complexe. Un cadre de pratique. Ouais, c'est ça. On est comme tu parlais du sport. Pour moi, je compare ça complètement au sport. C'est-à-dire que pour faire une bonne performance en équipe, il faut être performant avec soi-même. Pour avoir une bonne performance en tout temps, faut s'entraîner. Faut se connaître, faut connaître ses limites. Faut être capable de les dire. Faut être capable de dire stop parce que là, je suis trop fatiguée, ça va pas le faire. Il y a un côté mental aussi. Il y a ça aussi. Il y a des fois où, parce que comme tu disais, moi, il y a des fois, j'ai pas forcément envie, mais je sais que ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que la première réponse qui va me venir, ça serait potentiellement non. Et je vais choisir de pas dire non, parce qu'il y a ça aussi, je vais choisir de pas le dire, parce que je sais que je vais en avoir, ça va me donner du bien à la fin. Je sais que ma conclusion est positive. Genre, je suis partie en Islande, j'aurais pas dû. Mais je suis rentrée, j'étais super contente. Mais j'aurais pas dû, parce que vraiment, professionnellement, c'était pas le bon moment pour y aller. Mais j'y suis allée, je me suis forcée, je suis rentrée, et j'y suis allée parce que je savais que ça serait positif. Et je suis rentrée, c'était positif. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? Il n'y a jamais de regret après. Donc ça, tant qu'il n'y a pas de regret après, c'est bon. Et le tout, c'est d'être capable de dire stop quand c'est stop. Oui, avant le regret. Non, mais si par exemple, on a envie, non, t'en as pas envie, pardon. T'en as pas envie, mais tu sais que c'est censé être positif à la fin, mais mettons que pour X raison, cette fois-là, c'était pas super, vous n'avez pas fait des pratiques non plus, ou juste, ça n'a pas duré longtemps, et donc lui, il a joui, pas toi, ou quoi que ce soit, ça. Et donc finalement, tu es un peu frustré à la fin. Mais moi, par rapport à ça, avec mes amis, on a la pratique on se finit soi-même, quoi. Et monsieur est là, regarde si c'est OK dans le couple. Monsieur n'est pas au courant si c'est pas OK dans le couple. Mais ça, c'est déjà énorme de pouvoir le dire, parce qu'il y en a plein. À un moment donné, elle dit oui. Enfin, moi, en tout cas, avec mes copines, quand on en parle, au final, des fois, elles disent non. Et souvent, elles disent oui parce qu'elles se disent que ça va leur faire du bien. Et si c'est pas le cas, on est toutes d'accord pour dire, bon, il a pas pu, OK, mais moi, je peux. Clairement. Je peux. C'est OK, je suis pas en train de toi, tu as pris ce que tu avais à prendre et c'est pas désagréable, souvent, mais on n'arrive pas à l'objectif. Et il le prend pas mal. C'est des règles. C'est des règles. Pour moi, pour le coup, c'est vraiment dans le couple. De pas arriver à donner le plaisir à sa compagne. Oui, mais après, ça se. Tu l'as vécu ou tu le penses? Ça s'évoque. Je l'ai vécu. Genre, je suis désolée, c'était trop. Je mis trop vite, etc. Oui, ça suffit. Oui. Moi, ce que je trouve génial. Oui, de pas. Lui, c'est nickel, et puis après, tu vois, désolé.
ils se remettent beaucoup en question, les Ah hommes. bah, lui laisse pas le temps Ah de oui, se remettre oui, en oui. question. Ne sois pas désolé, regarde, je vais te guider. Enfin, Tout est encore non, non, possible. mais c'est vrai, Oui, mais oui, il y a la la possibilité possibilité aussi que lui termine d'une autre façon. Oui, aussi, mais moi, c'est pour ça que je dis c'est ok, pas ok, Ouais. c'est des règles, ça arrive tout le Non, temps. mais vas-y, dis, parce que c'est de la réalité, c'est du vécu, donc c'est vraiment Non, j'ai plus intéressant. souvent l'impression que les hommes arrivent très rapidement et facilement À leur à fin. avoir leur voilà, très facilement, on va dire facilement, et les femmes, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ça, ils le ressentent énormément, et une sorte de frustration qui peut se créer, Ouais. et enfin, voilà, je sais pas, Alors moi, j'ai envie de te c'est, dire, je m'en fous un peu de sa frustration, c'est, et je vais surtout pas l'interpréter. ouais, Mais si par exemple il dit je suis désolée, je reprendrai son mot, sans chercher à comprendre pourquoi, et surtout pas à le Ouais. rassurer, parce que non seulement tu n'as pas eu ce que tu voulais, mais alors en plus tu es en train de le consoler, donc 2 secondes, il faut s'occuper de Ouais, soi. ça fait beaucoup, on est d'accord. On est d'accord. Donc Ouais. je dirais, je reprendrai son mot, et je dirais, alors vraiment, aucune raison d'être désolée, je vais te montrer comment, tu vois. Mais du Il coup, faut être à l'aise pour faire ça. Il faut être à l'aise et il faut se connaître tellement son corps. d'empathie pour les autres que même dans ces moments-là, ouais, je suis... ouais. non, je lui dis, mais t'inquiète pas, enfin, je lui dis... je Et t'es vais en pas train plus de le loin, quoi. mais voilà. Je Et lui c'est dis, pas mais, rassurer, ouais. Alors, mais du mais coup, non, mais donc c'est t'inquiète pas pas, grave, donc c'est comme c'est si pas toi, important, t'as- parce que pour moi, c'est on c'est pas pratique très plus le c'est pas important, grave, on donc, dit c'est pas ok, je lui mais dis, j'ai une solution. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'elle c'est, dit, c'est pas important. C'est important, ton Tu plaisir, vois, c'est important. c'est pas ok en fait, c'est Ouais. pas ok, mais Ouais, on va mais trouver pour une moi, solution. en fait, je l'ai conscientisé, comme Normalisé. comme quelque chose de pas grave, en fait. C'est pas grave. Ça arrive. Oui, Que, il faut que voilà, ça peut arriver. Mais il Par faut contre, faut pas que ça soit tout le temps, parce voilà. que sinon, Est-ce que ça t'est s'il y a déjà pas arrivé l'épanouissement... Tu prends ton. Moi j'ai déjà fait ça. Je sais pas si tu as déjà fait, c'est un bon truc. Tu vois. Genre préliminaire. Une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, super. Et après tu fais ah, c'est trop bon, allez, je vais me doucher. Ouais, Et tu le laisses on the carreau. Ah, non, mais là, je le revois plus. On the béquille. Mais comment c'est que tu le revois Parfois, Ça veut dire et surtout pas que tu le revois. Bah Non, oui. mais je suis d'accord. Mais parce que ça, c'est la métaphore de ce qui se passe dans l'autre sens, quoi. Bah oui. On a Ouais. quand même l'impression que... Moi enfin, je le fais souvent ça. J'adore. moi, j'ai l'impression quand même... Une sorte Pas de... souvent. Par Mais en rapport même à la temps, pression... non mais je le fais souvent parce qu'en Avec même le temps, même, moi- c'est embêtant, mais. Non, mais avec le même, mais en même temps, dans mon couple, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes partenaires, c'est pas ok pour lui, mais moi j'ai pas envie de plus. Et j'ai le droit de dire que j'ai pas envie de plus. Ouais, non. Et c'est ok pour moi que le temps que je me douche, avec Il les fasse ce photos, qu'il a à faire. avec les photos qu'il a fait, ou avec 2, Avec 3 ce qu'il a. trucs un peu rigolos, ou Ah oui, voilà, non, mais après, lui, qui s'occupe de lui. En fait, Alors, et c'est révolution ok. en perspective, hein. Ouais, c'est mais ok. j'ai quand même l'impression que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que la pression qu'on peut se mettre, nous, les femmes, on a l'impression que si on n'est pas au top sur le sujet, l'homme, Il de te fait... rappellera plus. Non, pas forcément ça, mais de fait, il ira voir quelqu'un d'autre, en fait. Oui, bah. Attends, mais la pression que tu te mets toi, en fait, il pourrait très bien se mettre la même aussi. Quand tu dis que lui, il est désolé, en fait, moi, parfois, quand je me pose la question, genre, est-ce qu'il est vraiment désolé de ne pas t'avoir fait plaisir ou il est désolé de ne pas avoir réussi lui? Tu C'est sa vois? fierté personnelle, en fait. Enfin, moi, je le Voilà. vois. Mais dans- Donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. C'est et ce qui compte au final, même si, enfin, ça dépend le rapport que tu as avec la personne en question, bien sûr, mais c'est que ce soit une relation de confiance et que en fait, chacun en est pour son compte et chacun soit content. Il n'y a pas de remplir les objectifs de l'un, de performance, etc. S'il fait semblant d'être désolé pour toi alors qu'en fait, il est désolé pour lui, c'est ça le truc où il faut faire attention et il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. L'empathie, hein, là, c'est aussi documenté, c'est plus les femmes. Bon, Ouais. bah, c'est bien que ça, on le cache au fond du soutif, tu vois, t'enlèves le soutif puis tu passes à autre chose. Moi, Moi, me, j'ai il y a une excellente chanson que j'adore, c'est empathie, Me, Myself and I. Mouah, mouah, mouah. Comment ça t'aimer déjà? Oui, je sais. Mais dans ce que vous dites, il y a C'est clair. beaucoup en fait la notion de communication. Et c'était ce que je voulais dire en fait. J'ai l'impression que c'est finalement un peu le pilier d'une relation sexuelle épanouie avec sa partenaire ou c'est ou peu importe. Que c'est en fait d'arriver à, comme elle disait la personne qui parlait à un moment donné, c'est de réussir à se connaître soi, ou en tout cas pouvoir exprimer ses besoins. Et un autre truc que je veux dire, c'est que je sais plus quelle était ta question, Manon, au départ. C'était, tu peux redire ta question au départ? Au tout début, tu veux dire? Parce que là, on était parti, on est juste de partir sur est-ce que non, ça peut être oui.
D'accord. Et moi, je voulais me dire dans l'autre sens, mais en fait, c'est pas vraiment ça le parallèle, mais pourquoi est-ce qu'en fait. Non, c'était pas ça, ok. Mais bref, je voulais dire pourquoi est-ce que, pareillement, dans tout ce que les femmes font au quotidien, à toujours vouloir être parfaite, être carrée, être ordonnée, préparée, prévoir, on se mettrait pas juste un stop, et également sur la vie sexuelle en disant, en fait, on en parle, on apprend à se connaître, et si ça va pas, ça va pas, c'est pas grave. Et si c'est pas Moi, je reçu, dirais c'est pas reçu. Et en fait, on arrête aussi d'intégrer ce mode de vie qu'on a au quotidien d'un niveau professionnel ou familial ou projet ou entrepreneurial, qu'on refait un copier-coller dans notre vie sexuelle, à se prendre la tête, comme les filles disaient tout à l'heure. On se prend la tête, on lui dit, mais peut-être qu'en fait, il va aimer, et du coup, je pourrais plus reculer, et machin. Et en fait, on fait un stop, et puis tant pis. Enfin, c'est oui, et non, c'est non. Oui, parce qu'on est trop cérébral en fait. Voilà, on est Tous trop les cérébral. sujets, on les cogite, on les digère, on les prédigère, on les reprédigère. Et on fait pour ça dans notre vie finalement, sexuelle aussi. Et en fait, on fait pareil dans le pro, dans le C'est ça. perso, dans notre vie sexuelle, dans notre. C'est la question du planning en fait. C'est que les hommes ne font pas de planning naturellement. Ils disent j'ai sport, je vais à l'apéro avec mes copains, machin. Non, il y machin. en a qui peuvent être sujets à ce genre de réflexion, de charge mentale d'une autre manière, plutôt d'anxiété ou d'anxiété de performance, si c'est très personnel, etc. Mais moi, dans tous les cas, d'abord pour nous évidemment, mais aussi pour les hommes, enfin peu importe le genre d'intervention sexuelle, tu as parlé de communication tout à l'heure en premier. Je suis complètement d'accord, mais je mettrais d'abord, si je vais faire un ordre, je dirais que pour se décharger, pour essayer de trouver un équilibre entre voilà, notre vie personnelle, notre vie pro, notre vie sexuelle, toutes les différentes charges mentales qu'on peut avoir, c'est d'abord se connaître. Et donc, en fait, passer là pour le coup par la masturbation, clairement, même si il devrait pas, je veux pas faire d'injonction et d'obligation à la masturbation, mais la masturbation, c'est pas forcément se toucher le clitoris et la vulve, etc. Ça peut être aussi juste connaître son corps, savoir où est-ce qu'on aime bien avoir un massage, qu'est-ce qui nous excite, est-ce que c'est des images, est-ce que c'est des sons, est-ce que c'est tel type de personne, est-ce que voilà. Donc c'est ça, se connaître en fait. Se regarder, se contempler, se kiffer, quoi. Se tester plein de fringues, de styles, de personnalités, de voir qu'est-ce qui est nous, quoi. Et ensuite, là, quand on parle de relations, du coup, même sexuelles ou pas d'ailleurs, ensuite, il y a la communication et apprendre l'autre. Mais c'est vrai que si on ne se connaît pas soi, ça va être très difficile de s'intéresser à l'autre. Et ensuite, sur le côté où on tourne en boucle, on pense à notre boulot alors qu'on commence à faire l'équivalent de. J'aime pas le mot préliminaire, mais juste qu'on commence à se toucher ou à baiser, peu importe. Et moi, là, pour vous parler plutôt de mon cas personnel, je me suis rendu compte que c'était une sorte de, pas forcément de la charge mentale, je sais pas vous, mais parfois de l'anxiété. Je pensais à des trucs de boulot, parce que j'étais tout le temps toute la journée là-dedans, et j'avais fait quasiment 0 pause parce que je kiffais ce que je faisais. Et donc ma pause, c'était le soir avec mon mec, peut-être un film et puis on baise ou quoi. Mais en fait, j'aurais dû faire des pauses avant pour moi, pas ensemble. Et c'est là où j'ai envie de mélanger, parce que tout se mélange, le côté pro, carrière, vous êtes toutes des femmes occupées avec votre boîte ou sur des postes à responsabilité. Et moi, à côté, je suis assez petite avec mes petites expériences d'entrepreneuriat, mais même à mon petit niveau, j'ai découvert, alors que je pensais pas du tout être sujet à ça, mais en fait, on est toutes à plus ou moins niveau, l'importance de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé sexuelle, mais vraiment à titre complètement perso, individuel. Sinon, pas partager. Enfin, c'est vraiment mon point de vue. Après, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi, ce qui me vient, c'est le mot disponible. Se rendre disponible pour soi. C'est ça. Un juste équilibre. Pas que pour l'autre. Parce que, sans forcément dire les mecs, effectivement, se posent pas ces questions-là. Moi, combien de fois j'ai vu des réflexions du genre, je peux pas parce que je dois aller faire du sport. Oui. C'est-à-dire, ok. C'est un sport. Mais tu vois, et l'exagération de ce truc-là, ça va se terminer en aquaponie. C'est-à-dire, je peux pas. Je pense que en fait c'est pareil, c'est juste que eux ils ont intégré, ils ont été éduqués avec le fait qu'ils doivent faire du sport et que tu vois, ça fait partie de leur routine, comme ça fait partie du boulot en soi, pour certains en tout cas. Ça fait partie
comme certaines, pour faire vraiment le caricatural, comme certaines femmes pourraient dire ah non, je peux pas, je vais chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur ou je vais chercher les enfants, je dis n'importe quoi, mais vraiment c'est des codes genrés qui sont acceptables ou pas quoi. Et il y a plein de femmes qui pourraient très bien non je peux pas, j'ai sport, j'ai mon cours de sport, c'est comme ça, je l'ai payé et voilà, je suis pas disponible à ce moment-là. Ça commence aussi ça. Mais je pense qu'ils se posent exactement les mêmes questions, mais sur d'autres sujets peut-être. Par exemple, ils vont peut-être pas oser dire qu'ils sont allés s'acheter des fringues, se faire une session shopping entre potes, ou notamment par exemple aller je sais pas, j'avais discuté d'épilation parfois avec des mecs qui complexaient sur leur pilosité. Mais ça, typiquement, enfin, ils vont jamais, enfin, pour l'instant, la plupart ne vont pas avouer qu'ils ne sont pas disponibles à ce moment-là parce qu'ils sont allés se faire épiler, alors que nous, on pourrait très bien se le dire, quoi. Donc, c'est juste qu'on ne met pas les priorités pour soi acceptables aux yeux de la société au même endroit. Mais on a les mêmes, enfin, on a chacun des sources d'inquiétude et de peur de jugement, que ce soit social ou sexuel, quoi. Et les femmes, on en a encore plus parce qu'on est considéré comme une minorité, évidemment. Mais ouais, mais par rapport à ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais j'ai le sentiment que nous, si on n'est pas disponible, on peut avoir une forme de culpabilité que eux n'ont pas. Enfin, c'est là aussi la petite nuance, c'est-à-dire que oui, on a aussi le côté, bah non, je vais chez le coiffeur, ouais, non, mais moi je vais à mon cours de yoga, donc ce soir tu te démerdes ou tout ça. Mais peut-être qu'il y a le côté où pour certaines femmes, ah ouais, mais bon, en fait, j'aurais peut-être pu passer à ce moment-là avec lui quand même. Ouais, mais si je rentre et qu'en fait, je sais pas, il dort, au final, je pense que nous, on aura plus cette sensation de se reprendre la tête derrière, de culpabiliser, etc., que de faire notre programme en fonction d'eux. moi, je vois beaucoup On n'est d'hommes pas qui culpabilisent notre beaucoup. propre priorité. On n'arrive pas à être notre propre priorité. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui culpabilisent beaucoup, par exemple, de travailler pendant que la femme est à côté. Ou qui culpabilisent, mais qui culpabilisent au point de pouvoir potentiellement s'énerver contre la femme qui est à côté. Parce que, c'est plus de la colère intérieure qui s'exprime au final en extérieur. Mais c'est gênant pour quelqu'un qui, justement, pour les hommes, c'est aussi gênant pour eux, par moment, de prendre du temps pour eux. Et si, quand ils en viennent à vraiment se justifier, c'est aussi un signal qui dit que ils justifient parce qu'ils sont pas à l'aise avec le fait de le faire. Enfin, c'est de plus en plus, c'est pas. Mais alors, ça me fait penser à quelque chose. Excusez-moi. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on ferait pas plus souvent, juste une aparté, mais est-ce qu'on ferait pas plus souvent peut-être intervenir des hommes sur ces sujets-là parce que peut-être que on les écoute pas assez, ou que eux aussi ne s'expriment pas assez sur ces sujets de vulnérabilité et de sensibilisation où nous on voit le mec d'un certain point de vue qui a été pareil fait de l'image qu'on a de notre société, du patriarcat, etc. Mais est-ce que finalement dans le fond il n'y a pas un iceberg qu'on ignore et qu'on ne connaît pas, et une partie immergée qu'on pourrait parce que complètement. Est-ce que l'homme est agacé parce que la femme à côté de lui l'attend? C'est ça qui l'agace, ou c'est parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire à l'instant? Il culpabilise parce qu'il préférerait partager du temps avec sa femme, il la voit, elle est là, mais il fait un choix conscient. Et il travaille, il fait du sport, peu importe. Mais il fait un choix conscient qui le culpabilise parce qu'il voit bien que la femme est là, elle a envie aussi, et que c'est sa femme et il l'aime, mais là il a décidé de faire du sport. Au même titre que moi, quand je laisse mes enfants et que je pars et que je les laisse, je culpabilise. Je me dis non mais j'aurais pu, alors pas longtemps, vraiment vraiment pas longtemps, mais quand même j'ai forcément cette phrase qui me passe par la tête du genre est-ce que t'es sûre, est-ce que c'est vraiment ce choix-là que tu veux faire? Après il faut l'assumer, mais pour moi ça c'est pas un truc de garçon ou de fille, c'est un truc de personnalité, je pense, et d'éducation. Mais il y a aussi quand même peut-être plus de femmes qui sont dans ce mode-là de culpabilisation que les hommes, parce que oui, on éduque plus dans un mode du care, s'occuper des autres, penser aux autres, être maman. Du coup, cette fameuse charge mentale de la maman, qui est encore des charges domestiques, qui est quand même encore bien présente, même dans les jeunes générations. Enfin, franchement, selon les milieux dans lesquels on a été éduqués, moi, je vois autour de moi. De 22, 25, 27 ans, je suis là, ah ouais, ok, d'accord, on n'a pas changé de siècle en fait. On reproduit la même chose, quoi, que ce soit dans la manière de travailler que dans la sexualité.
J'ai entendu des femmes dire, de mon âge, dire, ah mais moi, je sais pas où est mon clitoris, mais enfin si je sais à peu près, mais tant que machin sait où il est, c'est bon quoi. C'est le plus important. Mais on se Donc, repose encore sur quelqu'un d'autre. Ouais. Alors qu'on devrait pouvoir apprendre à se satisfaire individuellement. Ouais, tout à fait. Je pense que ça. Et ne avoir besoin de personne, en fait. Parce que, non, ou au moins savoir comment ça fonctionne soi, pour pouvoir à la limite expliquer mieux à l'autre. Non, Mais voilà. non, mais il faut que ça soit, il faut qu'on soit déjà notre propre gâteau. C'est la dépendance qui est Et problématique. que le plus soit pas... juste la cerise, quoi. Ouais. C'est ça. Le but, c'est pas non plus de créer un matriarcat et de tuer tous les hommes Non. comme des abeilles, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est juste, pour moi, c'est de trouver une sorte d'osmose, ouais, peu importe. C'est pour ça que j'aime pas genrer les choses en général, parce que même si on est obligé dans notre société actuelle, mais et que quand moi quand j'ai abordé, même quand je faisais une marketplace ou quoi, j'aimais bien parler juste d'organes, dire par exemple. Bah voilà, ou d'orientation en fait. Vous êtes attiré par les hommes, par les femmes ou quoi, ou alors vous avez une vulve, vous avez un pénis, et bah vous pouvez vous toucher de telle manière, ou vous pouvez utiliser tel accessoire ou tel type de lubrifiant, enfin selon ce que vous aimez ou pas. Parce que finalement, bah il y a des hommes qui peuvent se rapprocher plus d'autres femmes dans certains schémas de pensée, quoi. Même s'il y a des grosses généralités statistiques, c'est vrai. Sur la discussion et les témoignages des hommes, moi je vous conseille vraiment d'aller écouter, voir même, parce que c'est un peu sur YouTube, la chaîne de Ben Nevers qui s'appelle Entre mecs. On voit justement, là pour le coup, c'est que entre mecs, et ils discutent de plein de sujets de sexualité, de sexisme ordinaire, et de eux, ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien aussi, et des pressions qu'ils peuvent avoir, quoi. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on se pose parfois des questions très très similaires. On n'est pas si différents que ça, mais par contre, nous, on doit peut-être plus forcer pour l'imposer. Et c'est là où je vous invite vraiment à lire si ça vous intéresse. Et je pense qu'il est assez facile à lire en plus. Sexperiment de Camille Emmanuel, ou alors encore plus loin, un peu plus violent, King Kong Theory de Virginie Despentes. Parce que là, pour le coup, c'est en mode pense qu'à toi, meuf, et à ton plaisir, quoi. Et adapté à tous les points de vue du moment de la vie. Et parce que, bah, en fait, si c'est pas moi qui pense à moi d'abord, personne ne le fera. Enfin, ou pas autant, jamais assez, quoi. Et en fait, c'est voilà, je sais pas vous quelles sont vos positions par rapport au féminisme ou quoi, mais moi je sais que c'est ça qui m'a réveillée sur, autant sur, j'avais beau faire Sciences Po, j'étais pas très, je rejetais un peu en bloc la politique et tout, et en fait en m'intéressant à des trucs féministes un peu plus politiques, et ben en fait je suis tombée dans ce qu'on appelle le mouvement pro-sexe, et en fait c'est un mouvement du féminisme qui met en avant l'importance de la sexualité pour s'épanouir au quotidien. Et c'est vraiment là-dedans que je m'inscris, même sans voilà, connaître toutes les théories ou quoi, et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment ça que je vous invite à regarder, parce que je trouve que c'est hyper inspirant pour son développement personnel, quoi. Et se dire que bah, si on est bien dans son corps et dans sa tête, dans un sens comme dans l'autre, parce que ça dépend, est-ce qu'on est stressé à cause de son boulot, on a besoin de se détendre, on va faire soit du sport, soit de se masturber, soit avoir du sexe avec quelqu'un, ou alors parce qu'on a ça, et ben on est plus performant au boulot. En fait, c'est dans quel sens, en fait? Est-ce qu'on travaille mieux le lundi matin parce qu'on a baisé le dimanche, ou l'inverse? Et ensuite, bah, comme tout ça, ça va bien, et bah, du coup, on va être plus performant ou mieux dans tous les moments de notre vie, quoi. Et savoir mieux gérer notre temps, et etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un équilibre à trouver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc, je sais pas si vous avez déjà fait des séances avec un psy, ou des séances de discussion comme ça avec des coachs ou des mentors, ou des choses équivalentes, que ce soit dans le boulot ou pour le perso. Sur le sexe, non. Non, pas sur le sexe, mais même juste sur le boulot, où tu aurais pu aller sur le perso, et par exemple comment le sexe, enfin, appliquer une règle sur l'autre domaine, tu vois. Ouais. Non, moi personnellement non. Pas de lien avec la vie sexuelle. Ah bah si, pardon. Carrément, non. Ça y est, ça me revient. Ah mais oui. Donc oui, moi oui. Et tu peux en parler ou pas? Si tu veux, je parle d'un truc d'abord, le temps que tu réfléchisses. Moi, justement, pendant ce mémoire, j'ai été coachée par le fondateur du site internet Le Roi de la Capote. Trop bien. Okay. En fait, un psychologue de métier qui a lancé ce site, et il a lancé ce site avec beaucoup de produits très spécifiques. Ils se vendent très bien dans certains produits en Amérique.
Par exemple, l'éponge de menstruation, qui est très très peu connue ici et qui pourtant enlève toutes les problématiques. En plus, elle est jetable, biodégradable. Enfin, déjà à l'époque, c'était révolutionnaire. Et je me suis fait coacher parce que j'ai eu pour ma part des expériences très jeunes sexuelles très particulières et un peu traumatisantes. Et il proposait, bon, il a très vite capté qu'il y avait un sujet. Du coup, il m'a proposé de me coacher, ce que j'ai fait. On était sur une formule par téléphone parce que la boîte est à Paris et moi j'étais en train de faire mon mémoire à Bordeaux. Donc je l'ai eu au téléphone sur un programme de 6 mois, quasiment une fois par mois, avec des trucs à faire, des devoirs, des projections, des dessins et tout. Ça m'a vachement servi, ça m'a permis de faire le tri entre c'est arrivé et j'ai compris ou j'ai pas compris, mais je veux pas que ça se reproduise et je vais faire en sorte que ça se reproduise pas. Donc ça m'a vachement aidé là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidé sur certains trucs inavouables parce que des fois on a des expériences désastreuses. Mais au milieu de cette expérience désastreuse, il y a 2-3 trucs qui nous ont plu. Enfin, je parle que pour moi, mais moi en tout cas, il y avait 2-3 trucs qui m'avaient plu sur des expériences vraiment désastreuses. Et du coup, j'avais du mal à assumer que ce soit ces 3 petits trucs-là au milieu du reste. J'ai envie potentiellement de les revivre dans ma sexualité, alors que ça venait d'un truc désastreux. Et il m'a vachement aidé là-dessus aussi, puisque du coup, j'ai réussi à faire un peu la part des choses. Et c'est là que moi, j'ai compris qu'effectivement, il valait mieux se concentrer sur soi-même. Et c'était rigolo parce que tous les mois, vu qu'il avait un site qui vendait des produits, dans son coaching, il m'envoyait des trucs chez moi T'étais bêta-testeuse. voilà, pour que je fasse des tests. Et enfin voilà, et moi j'ai trouvé ça top. Je pense que ça a duré, je crois que c'était 9 mois au départ l'accompagnement. Et au bout de 6 mois, il m'a dit c'est bon, il y a plus, en gros ça va, enfin ça a l'air ressorti d'affaire. Voilà. Mais ouais, moi j'avais trouvé ça super, super. Comment dire, c'est que moi je suis arrivée à un niveau où j'étais dans une impossibilité d'avoir des relations. Voilà, ça tardait depuis un moment et tout ça. Et j'avais pas la source d'origine de ce problème en fait. Donc les médecins, et là c'est un gros sujet aussi, c'est qu'on n'est pas assez éduqué sur les autres problèmes qu'on peut avoir hors mycose et comment ça s'appelle la cystite là quand tu as La cystite, ouais. infection urinaire. Tu peux avoir d'autres choses en fait qui sont peu connues, peu identifiées, pas graves et qu'en fait les médecins ne savent pas. Donc j'ai vu plein de médecins pendant 1 an et demi, du gynéco généraliste et tout. Et personne n'avait rien trouvé. Donc, si tu veux, la vie sexuelle a été juste hyper dramatique, voire infaisable dans certaines périodes. Vie de couple, hyper frustrante parce que t'as tous ces sujets de charge mentale sexuelle qui reviennent. T'as le sujet de la confiance en soi, le sujet de la frustration de soi, mais tu ressens que tu frustres l'autre également. Enfin, tout ce qui se mélange. Et un beau jour comme ça, je suis à un niveau où ça va plus du tout. Je suis en souffrance. Mais en plus, je souffrais. Hein, donc, je suis en souffrance abominable, physique et psycho, du coup. Et je vais voir un docteur. Et un autre, encore. Et lui, il me dit, bah ouais, bah vous avez ça. Ok, c'est quoi? Bah, c'est rien de grave. Tu vas faire de la kiné pelvienne. Du vaginisme? Comment? C'est du Ouais, vaginisme? vas-y. Alors, c'est pas vaginisme. Comme j'avais une vulvodinite, vestibule vulvaire. Ah, vulvodinite, ok. Voilà, ça crée un vaginisme après, tu vois. Mais moi, on me traitait pour mycose, tu vois. Ah oui, Pendant 2 ans, on me traitait pour mycose. Donc, c'est juste n'importe quoi. Et voilà. Et de là, j'ai eu le gynéco. Puis après, kiné pelvienne. Je ne savais pas ce qu'était un périnée. Enfin, franchement, j'y connaissais rien. Et après, la kiné pelvienne qui m'envoie voir une sophro parce qu'effectivement, entre-temps, dans ma vie sexuelle, il y a eu 1 ou 2 épisodes pas très sympathiques et qui, du coup, peut-être ont impacté sur ma vie sexuelle actuelle avant même la problématique. Donc, en fait, tu arrives dans un brouhaha et tu te dis, bon, alors, il faut repartir de la base. Et de là, je vais avoir un accompagnement. Et en fait, de cet accompagnement, j'ai remarqué vraiment que ce qui a été le point le plus bloquant dans tout ça, c'est peut-être l'acceptation de certaines choses et de la communication en fait. Juste de communiquer, de mettre à plat, de pouvoir en parler ou de communiquer déjà avec soi-même. Tu vois, et pas de refouler certaines choses ou s'en vouloir ou culpabiliser encore et encore, voilà, de plein de choses. Et en fait, finalement, la sophro, je l'ai vue 2-3 fois et ça va déjà largement mieux, sachant que j'ai pas du tout fini mon traitement, je sais pas comment dire quoi. Mais donc il y a plein de choses effectivement qui sont liées et puis très liées comme tu disais avec ta question initiale avec le monde pro.
Parce que finalement, quand tu es dans une situation pro qui est pas, où tu te rends même pas compte, mais tu n'es pas la plus à l'aise ou la plus épanouie, ou pas la plus confiante, bah, ça peut finalement découler sur ta confiance en toi dans ton couple et de là, de ta confiance en toi dans ta vie sexuelle. En fait, tout est relié et j'en avais pas spécialement conscience. Donc, ça peut aider, oui, Ouais. si tu es accompagné professionnellement ou si tu es accompagné sur le plan, je sais pas, physique, émotionnel. Et c'est vraiment très, très lié. Et il y a des choses que, voilà, on ignore, quoi. Que moi, Ouais, ce que je veux te dire, c'est merci du coup pour ce témoignage, c'est que clairement, enfin, ça fait vraiment il y a un lien et je pense que ça peut aussi conclure notre discussion, mais c'est que, enfin, faut vraiment pas hésiter en fait à parler de sexualité, mais de soit on peut passer par l'humour, soit voilà, en mode grave et sérieux, ça dépend le sujet et comment vous voulez l'aborder, parce que ça peut avoir tellement d'impact. Et à l'inverse, un truc pro peut avoir un impact dans notre sexualité, donc expliquer à son partenaire, sa partenaire, bah ouais, en ce moment je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi, enfin même si vous savez pas exactement pourquoi, mais vous pouvez sentir que c'est lié. Ben, c'est lié en fait, on est une seule et même personne et notre boulot il s'arrête pas à 18h, à 19h, il continue dans notre tête en fait. Donc et pareil pour notre sexualité dans la journée, tout d'un coup on peut être excité par un truc, on sait pas pourquoi, on se dit: «Merde, je pense qu'au cul, je suis une grosse obsédée», pas du tout en fait, enfin on est humaine et on a des envies et des désirs quoi. Donc pour moi, c'est vraiment genre, faut prendre ce sujet de manière hyper holistique et je voulais juste rebondir sur un dernier point avec les médecins et sur le fait d'avoir été traitée pendant 2 ans sur les mycoses à la place de la vulvodynie. C'est hyper courant, pour tout en fait, et mon copain est en médecine et je m'engueule souvent avec, des pas les médecins généralistes, mais les gynécos notamment, qui sont encore en études, en interne ou quoi et en fait, parce qu'ils sont pas ou enfin ils commencent à l'être, mais ils sont très peu, formés, sur la l'endométriose, sur les vulvodynies, sur ce genre de choses. Les sécheresses vaginales, on peut avoir de la sécheresse vaginale à 20 ans, 18, ça n'a rien à voir, c'est pas que à la ménopause ou quoi, ou après la grossesse. Il y a plein de raisons qui peuvent créer ça et bref, tout ça pour dire que franchement, parfois le mieux, c'est même si c'est pas bon de se renseigner sur internet, Doctissimo machin, mais peut-être, voilà, d'en parler entre femmes, ça permet d'avoir des infos qu'on aurait peut-être enfin, donc qu'en fait le médecin parfois n'a pas et en fait, là il y a je connais une entrepreneuse qui s'appelle donc, Paula Cravero qui développe l'application Vulvae. C'est une application qui permet de suivre, comme les applications des règles, qui permet de suivre les douleurs vulvaires. Mais tout type de douleurs vulvaires et de suivre leur fréquence, leur localisation, le type de douleur, etc. pour que ce soit un outil pour elle, à la fois pour convaincre le médecin que regardez, c'est un truc vrai que je vous raconte, c'est pas dans ma tête, ou aussi pour aider les médecins qui comprennent mieux, pour aider le médecin à suivre ces douleurs et du coup aider au diagnostic d'une pathologie ou juste d'un problème à un moment T quoi. Et donc c'est pour ça que je vous dis que savoir c'est le pouvoir, c'est vraiment genre on va se connaître soi, mais aussi affirmer que bah ouais c'est notre corps et en fait on sait sûrement mieux que n'importe qui d'autre qu'est-ce qui se passe dedans et s'il y a un truc chelou. Oui parfois ça peut être psy, mais donc du coup bah faut en parler avec un psychologue ou un psychiatre et c'est pas grave, c'est bien aussi quoi. Donc voilà. par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que une fois que tu en parles dans un groupe de copines, moi j'en ai parlé bah, du coup 2 ans après quoi, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de similarités, même si elles n'ont pas spécialement ce que j'ai, avec les douleurs, les sensations, les, les sensations désagréables après le rapport. Et je dis, mais ah ouais, mais vous avez ça, mais ok, mais moi j'ai eu ça. Mais... Et en fait, on se voit souvent et on n'en parle pas. Et dès qu'il y en a une qui en parle ou qui raconte, bon, ok, il m'est arrivé ça, je vous raconte, c'est un truc de fou. Ah, mais moi j'ai ça, mais moi j'ai eu ça, mais du coup je mets une crème et machin. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule à avoir des sensations qui sont désagréables, que tu ne comprends pas la source et qu'on n'est pas assez, même entre un groupe de copines, parfois assez à l'aise ou d'accord avec l'idée de dire bah, je peux en parler et c'est pas tabou, c'est pas la honte. Mm. Et en fait, non, on se ressemble plutôt beaucoup, plus qu'on ne pense. Ouais. Et une fois que vous savez ça et que vous affirmez, bon, c'est peut-être gênant une fois, deux fois. Moi, même encore maintenant, parfois, selon les milieux, quand j'explique ce que je fais, je vois bien les gros yeux en mode, mais alors quoi, tu travailles dans le milieu de la sexualité, qu'est-ce que tu fais et tout. Puis voilà, après, on explique un peu plus, on en parle de manière très sérieuse, très sûre de soi, et puis en fait, ils font, ah oui, c'est vrai, ok, d'accord.
c'est pareil pour puis tout le monde est à peu près concerné, même les gens qui sont asexuels, c'est un sujet la sexualité pour les gens qui n'ont pas de sexualité. Donc ça fait partie de la vie, donc voilà, moi c'est vraiment mon point et je pense qu'on est censé conclure bientôt. Donc moi je voulais savoir peut-être est-ce que maintenant vous pensez que vous pourriez être plus à l'aise pour parler de sexualité, même dans un cas de boulot, même entre vous, prochaine réunion de l'asso, comment vous pouvez conclure sur notre discussion? Moi, ce qui me vient, c'est quelque chose qui est assez proche finalement de l'objectif de l'asso, c'est de reprendre le pouvoir sur soi, de se remettre soi au centre. Et donc d'être importante à nos yeux, à nous, que ce soit pour des questions de boulot, pour dire non, pour se regarder, se voir avec amour, pour se trouver belle, pour se donner le droit de telles pensées ou de telles envies, etc. Et avec tous les mots qu'on a posés là, ce que je retiens, c'est un cadre. Je crois que le cadre donne beaucoup de liberté, un cadre d'échange, de pratique et de disponibilité. C'est les 3 mots que je retiens pour synthétiser ce qu'on a dit. Et du coup, ça passe par se mettre soi au centre et aussi s'ouvrir à l'autre et lui proposer ce cadre d'échange, de disponibilité et de pratique pour que chacun puisse s'exprimer et que ça aille dans le sens qui fait du bien aux deux, quoi. Et même chacun peut s'exprimer, mais pas forcément que dans un couple, du coup. Oui. Ouais. Pareil, ce que ça me donne envie d'ajouter, c'est qu'on parle beaucoup de oser. Donc on se dit oser entreprendre, oser aller négocier son salaire. Tu sais, on parle beaucoup d'oser, mais finalement beaucoup très centré et focus sur le milieu professionnel. Et moi, j'ai envie de dire oser dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple et du coup dans sa vie sexuelle, et que ce soit pas juste oser faire des nouvelles choses sexuellement, mais juste oser en parler, oser se découvrir, oser le désir et oser dire non également, oser dire oui, enfin tout ça, et que soit pas que focus sur pareil en fait j'ai fait un événement super incroyable sur la productivité, la performance des femmes, et que c'est pas que la vie pro en fait, c'est aussi entreprendre dans sa vie perso. Qu'est-ce que je retiens? Effectivement, la sexualité, on n'en parle pas assez, enfin surtout les femmes. Et que voilà, il faut pas avoir de honte. Je pense que voilà, la peur d'être jugée tout de suite, ça va être une femme. Enfin, j'ai l'impression que tout de suite on va nous mettre une étiquette sur le front, etc. Donc voilà. C'est bien d'en parler, de ce que tu fais. Je pense que c'est très utile, l'exporter, le déployer. Et voilà, ça peut libérer un certain nombre de choses sur le sujet, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je suis assez d'accord et je pense que j'ai réalisé là aujourd'hui que la sexualité, ça peut être aussi un sujet comme un autre sur lequel on se challenge, sur lequel on se pose des questions de fond, tant sur nos pratiques que sur la manière dont on le pense. Voilà, ça, je crois que ça a été une mini claque là. On peut en parler, on peut se challenger comme si on parlait d'entrepreneuriat ou comme si on parlait de... Ça fait partie de la femme comme ça fait partie de l'homme. On a le droit d'en parler. C'est de manière décomplexée. Super, trop bien. Je suis très contente si ça a pu faire ce petit effet-là. C'était le but. Et n'hésitez pas, en tout cas... voilà, de toute façon, on reste en contact du coup avec Marie-France. Je vais essayer de monter tout ça et puis et de vous partager tout ça et de vous partager aussi un peu moi des références des podcasts ou des livres qui m'ont un peu ouvert les yeux et qui m'ont justement fait ces claques et qui m'en font encore maintenant. Parfois quand je le relis, ça fait du bien d'avoir des petites piqûres de rappel et surtout quand vous avez des coups de mou ou manque de confiance en soi, et en fait se recentrer sur soi et parfois sur son corps, c'est assez magique. Moi je suis pas très sportive, donc peut-être que c'est pour ça que le côté sexo ça m'a plus parlé, mais bon on peut avoir les deux aussi, donc voilà.
C'est quoi la suite là du coup là vous déjeunez et ensuite je me souviens un peu du programme l'après-midi. Chill à la playa. C'est ça. Ah ok. On va comparer nos summer body. C'est pas très sympa. Alors justement c'est pas dans l'idée normalement de ce que je promue d'habitude. Dans un esprit d'amélioration. Voilà. Exactement. Non mais voilà, ce sera à mon avis détente et dodo parce qu'effectivement on est rentré certaines plus tard encore que moi, mais là je pense ça va être sieste, bronzer, trop chaud, se baigner, revenir, sécher, etc. Et puis merci Manon d'être intervenue sur ce sujet-là. Manon, tu as quel âge? Moi je vais avoir 27 ans là, je viens de 6. Ça me semblait, je n'étais pas sûre de l'âge, mais moi je trouvais que c'était super pertinent que ce soit un contenu fait par une Yang, puisque chez BPW, les Yang c'est moins 35 ans, parce qu'a priori les problématiques, les sujets, le portefeuille ne sont pas les mêmes à moins de 35 ou au-delà. Et c'était super, moi je trouvais ça bien parce que c'était une thématique qui est vraiment jamais travaillée. J'entendais tout le temps négociation salariale, empowerment. Alors c'est super et il faut continuer à en faire, c'est pas du tout le sujet. Mais je trouvais que c'est bien de sortir un peu des sentiers battus, d'aborder avec toi aujourd'hui, toi c'est ton métier, et d'aborder un truc qu'on suspecte pas, qui peut effectivement faire partie de la panoplie des sujets à traiter, pas forcément chez BPW, mais juste en tant que femme. Et en fait, de vraiment voir l'impact et l'influence que ça a sur tout le reste qu'on a tendance à prioriser au détriment de soi, mais en plus encore après à sa vie sexuelle. Ouais. Merci encore Manon. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.